Troisième et dernière partie de cette édition spéciale. Alors nous l'évoquions hier lors de la visite dans sa visite en Vendée, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, a dévoilé son plan d'aide d'urgence pour les agriculteurs, mais il n'a pas oublié non plus les ostréiculteurs qui recevront 1,5 million d'euros d'aide d'urgence et 20 millions pour aider à la reconstitution la plus rapide possible de leur matériel. Écoutez sur ce point la réaction du Vendéen Jacques Sourbier, le président de la section régionale conchylicole des Pays de la Loire. Des enveloppes ont été annoncées qui me semblent assez conséquentes. Maintenant, nous n'avons pas aujourd'hui la réalité du terrain au niveau des préjudices et on ne peut pas savoir si cette enveloppe suffira et si elle conviendra parfaitement aux besoins exprimés par la profession. Mais d'ores et déjà, c'est une mesure qui va dans le sens du sinistre que j'en ai vécu. Alors, je propose de voir maintenant le reportage de François Conneau qui s'est rendu avant-hier à Bouin pour y rencontrer des ostréiculteurs et des pêcheurs à pied professionnels qui ont quasiment tout perdu. Regardez. Des cabanes inondées, du matériel détruit ou fortement endommagé, les ostréiculteurs et pêcheurs à pied du port du Bec à Beauvoir n'ont pas été épargnés non plus par le passage de la tempête. Tous sont encore sous le choc, meurtris. On a des coquillages, on n'a plus le droit de vendre, plus rien. Donc c'est vraiment la catastrophe. Depuis 6 ans, je suis à mon compte, j'ai tout perdu en 48 heures. Voilà. Déjà, on n'a pas de courant, donc il faut tout remettre en route. Les moteurs de calibreuse, les moteurs de laveurs, enfin un petit peu tout, quoi. Placé au plus près de la mer, Jean Evenot était sur place quand la tempête a balayé le port chinois. J'ai une station météo amateur, donc je savais à peu près ce qui allait se passer en suivant les graphiques sur mon ordinateur. Donc j'étais effectivement ici à 4 heures. Il n'y avait pas d'écume, de grandes gerbes d'eau à passer par-dessus la digue, mais à chaque vague, il y avait 2 ou 3 000 litres, ou 5 000, ou 10 000, je ne sais pas. Et au plus fort, j'étais obligé de quitter parce qu'il y avait vraiment trop d'eau, ça devenait dangereux. Le bilan est lourd pour ce pêcheur à pied indépendant. 1,85 m d'eau dans la cabane et de grosses pertes matérielles. Mais il faut repartir. On arrivera à redémarrer, de toute façon il faut bien, mais remettre en état va prendre certainement quelques jours, voire semaines. Le nettoyage, on aurait pu le passer à faire autre chose, préparer les huîtres pour la saison prochaine. Lionel Chatillon est lui très inquiet pour la suite. Si on n'est pas aidé, je vois l'année très mal. Très mal, c'est tout. J'espère qu'ils vont débloquer l'argent le plus vite possible pour qu'on puisse s'en remettre. Au moins, pas que pour nous, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas assurés parce que ça coûte tellement cher les assurances. Mais ils ont tout perdu, ils n'ont rien du tout. Bon, on ne peut plus travailler, c'est tout. Mais bon, combien de temps on ne va pas pouvoir travailler? Mais combien de temps que les banques vont pouvoir nous suivre aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier, on a les crédits quand même par derrière. L'heure est donc encore au nettoyage et à la remise en route progressive des établissements. Le retour en mer ne se fera qu'ensuite, une fois que tout sera revenu à peu près à la normale. Le reportage donc de François Conneau à Bouin. Philippe de Villiers, lui, s'est rendu justement hier après-midi au port du Bec à Beauvoir-sur-Mer, mais également à Bouin et à la Bardemont pour rassurer les professionnels du secteur. Il a profité de sa présence pour s'exprimer sur un sujet qui fait évidemment polémique depuis le drame, à savoir la solidité des digues. Selon lui, les maisons qui ont été détruites à la Faute-sur-Mer ne doivent pas être reconstruites, critiquant ainsi les digues qui les protégeaient, car, je cite, celles-là sont inutiles car elles servent à protéger des lotissements qui ne devraient pas être construits. Fin de citation. Il s'est en revanche montré plus favorable aux digues agricoles ou ostréicoles qui protègent les terres cultivables. Il a annoncé également que le Conseil général se portait garant de l'État et prenait en charge immédiatement les travaux de rénovation des digues en attendant que ce dernier, donc l'État, tienne ses engagements financiers. On a en effet appris hier, je vous le disais, que le plan national de renforcement des digues sera dévoilé dans 2 mois et fera l'objet d'un financement sur 5 ans. Un plan dont les élus locaux soulignent l'urgente nécessité, à l'image de Michel Dupont, le conseiller général du canton de Beauvoir-sur-Mer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est à la fois ma compassion, mais à la fois ma colère également, puisque je me bats déjà depuis plus de 10 ans pour obtenir les moyens nécessaires pour consolider nos digues. Il est aujourd'hui d'une grande nécessité. C'est un plan national qui doit être mis en place. J'ai bien compris que nos ministres s'en préoccupaient, mais ça fait 10 ans que je réclame des moyens financiers pour arriver au terme et vraiment consolider nos digues sur tout le littoral continental. Et je suis heureux des propos que j'ai pu entendre aujourd'hui et annoncés par les différents ministres. Mais j'attends. Je suis prudent. Les effets d'annonce, nous avons l'habitude. Donc j'attends que les premiers millions d'euros arrivent sur la Vendée pour être totalement confiant.
Est-ce que vous entendez les gens sur le terrain un peu en colère finalement après ce qui s'est passé une fois finalement le choc passé? Jacqueline Roy? Oui, certains sont un peu... mais bon, on peut comprendre. Hein. Après, ça va certainement s'arranger. Mais... Pascal Miclot? Oui, on a eu hier quelqu'un qui a craqué. On a eu des gens qui ont perdu leur maison, ils ont craqué, puis tout y allait, quoi. Bon, c'est vrai que dans un premier temps, il y a eu la peur, dans un deuxième temps, il y a l'abattement, et puis là, c'est un petit peu la révolte pour certains. Alors, je ne sais pas si on peut en parler pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est un sujet qui sera, je pense, abordé assez rapidement. Quels sont les témoignages de solidarité qui vous ont particulièrement marqué, touché ces derniers jours, Pascal Miclot? Il y en a tellement. Moi, c'est pas des témoignages de solidarité, si vous voulez, mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est cet engouement à vouloir rendre service aux autres dans la détresse et dans la souffrance. Hein. Le nombre de personnes qui sont venues, des enfants, je vous disais tout à l'heure, hein, des enfants qui sont venus avec leurs jouets pour donner à d'autres enfants qui ont tout perdu. C'est incroyable. On a vu aussi on a pris en charge une mamie avec son petit chien pendant 2 jours. C'était fantastique. Ça a été la mascotte un petit peu de notre centre d'hébergement à un moment donné. Cette dame de 77 ans, on a encore un monsieur qui a 80 ans qui veut pas retourner chez lui. Des témoignages de reconnaissance, nous on n'est pas là pour ça, nous, si vous voulez, on est là pour rendre service aux autres. C'est plutôt eux qui nous rendent quelque chose, justement. Alors il y a de nombreux convois de dons déposés par les Vendéens qui sont acheminés sur les communes sinistrées. C'est l'occasion de rappeler que les dons de vêtements sont pour l'instant suffisants. Oui. Vous nous le confirmez, il y en a bien assez. Vous allez le voir d'ailleurs sur ces images tournées ce matin par Anne-Sophie Arthur dans le gymnase de l'Aiguillon-sur-Mer, où sont entassés les dons reçus par le Secours catholique. C'est vraiment considérable. Les associations caritatives donc préconisent désormais les dons de produits et de matériel d'entretien pour le nettoyage dont on parlait tout à l'heure, des draps, des couvertures, du linge de maison, vous nous le confirmez aussi, mais surtout les dons financiers évidemment pour permettre l'achat d'électroménagers, des matériels et des produits donc d'entretien, je vous le disais. Je vous propose d'entendre le témoignage d'une bénévole du Secours catholique et celui de 2 rescapés venus chercher des vêtements ce matin dans ce gymnase de l'Aiguille. Les gens nous ramènent ça, tout est mélangé dans les sacs, donc on est obligé de trier par taille. Donc les vêtements enfants, vous savez comme moi, si vous avez des enfants, que les étiquettes ne restent pas toujours. Donc on voit à peu près, hein, donc on arrive à mettre par rayon. Hein, mais c'est difficile quelquefois, hein, on prend du temps. Quelquefois on vide 3 sacs, il y en a 4 ou 5 qui nous reviennent encore derrière, donc on n'a pas de chômage. Ce que je vois avec plaisir, c'est que ça arrive de plus en plus et qu'on va pouvoir en prendre un petit peu plus sans avoir la culpabilité de prendre la part des autres. On essaye de prévoir tout ce qui est vêtements, je veux dire, et puis au niveau literie, parce qu'on n'a plus rien, couverture, et puis tous les besoins primordiaux de survie, et en même temps nourriture, et puis hygiène, surtout hygiène, parce que sanitaire c'est énorme. Tantôt je vais revenir pour prendre des affaires pour mon épouse qui est partie en robe de chambre aux urgences à l'hôpital. Donc je vais revenir prendre pas mal d'affaires pour elle parce qu'elle va ressortir d'ici quelques jours. Produits d'hygiène, vous confirmez? Ah oui, complètement. Ouais. Nos collègues du Secours catholique nous le disaient, produits d'hygiène, c'est important, et aussi pour les nourrissons, pour les bébés, pour les enfants. Les gens, on entendait ce monsieur qui disait, ça nous évite finalement cette quantité de vêtements, et d'éviter de culpabiliser finalement. On a l'impression autrement de prendre aux autres. C'est un discours que vous entendez? Oui, tout à fait. Quand on a accueilli des sinistrés, ils n'osaient pas. Ouais. Ils n'osaient pas demander, c'est à nous, d'ailleurs ça fait partie de notre travail, de leur dire mais si, allez-y, c'est à votre disposition, c'est pour vous, c'est vous qui manquez de tout. Donc voilà, les gens qui viennent donner, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas. Donc c'est à nous aussi de les conseiller, et puis vos collègues du Secours catholique, il n'y a pas de problème, ils jouent bien le jeu là-dessus et ça avance. Donc à nous de les diriger, et puis à nous de leur faire sentir qu'il n'y a pas de honte à aller demander une aide. Je pense qu'ils cherchent à prendre momentanément. Oui. Ils prennent que ce qu'ils ont besoin pour l'instant. Mais... Alors on va voir la liste, comme on le fait chaque soir, des différentes associations caritatives et de leurs adresses, les adresses des sites internet si vous souhaitez faire des dons à ces différentes associations. Pendant que ces adresses défilent, Jacqueline Roy, vous me disiez tout à l'heure, avant cette émission, qu'on pouvait aussi adresser des chèques au Trésor public finalement directement. Oui, mais carrément, à l'ordre du Trésor public et envoyé à la mairie de l'Aiguillon. À la mairie de l'Aiguillon, directement, d'accord. Et de l'Aiguillon de la faute. En mentionnant on parle toujours de l'Aiguillon. En mentionnant c'est la faute qui a le plus de victimes. C'est la faute qui a le plus de victimes, mais tout c'est plus centralisé, c'est vrai, sur l'Aiguillon. On a parlé tout à l'heure de ce numéro qui a été mis en place aussi par le Conseil général. Vous nous rappelez son utilité, Jacqueline Roy? Oui,
On va le voir, le numéro. Bon, d'accord. Oui. C'est important de centraliser. Après, le Conseil général dispatche justement et nous envoie. Il y a un numéro aussi qui a été mis en place pour tous ceux qui veulent s'investir. Donc, ils sont envoyés sur la protection civile. Le Conseil général renvoie sur la protection civile. Pascal Miclot, tous les gens qui se sont proposés, qui ont proposé leur service, vous allez les rappeler ? Alors, on va les rappeler en fonction, si vous voulez, on tient compte d'une chose, c'est la proximité. On a commencé par prendre que des bénévoles, dans un premier temps, de proximité. Il n'était pas question pour nous de faire venir des gens de l'extérieur, alors qu'il y a des bénévoles de l'Aiguillon, de la Faute, qui sont prêts à rendre service. Ils n'auraient pas compris d'ailleurs qu'on aille chercher ailleurs. Et ce qu'on va faire, c'est mettre en place, donc, voilà. On rappelle les gens, on organise, de façon à éviter qu'on envoie des gens, on ne sait pas où. Il faut qu'on ait quand même un contrôle. Il ne faut pas oublier que les eaux sont peut-être aussi souillées. Il y a eu des fosses septiques qui ont débordé, des égouts, etc. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Des associations et des communes ont prévu aussi dans les jours prochains d'organiser des événements dont les recettes sont évidemment intégralement reversées aux sinistrés. C'est le cas, je vous en cite quelques-unes, à la Chaise-le-Vicomte qui a décidé d'organiser 3 spectacles de cirque traditionnels et de variétés musicales. Ce sera le vendredi 12 mars à 20h30 et le samedi 13 à 15h et 20h30. Un spectacle également à la commune du Bernard le 5 mars à 20h30 et puis jeudi prochain à 20h à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. Plusieurs artistes vendéens seront rassemblés pour un spectacle unique. Le don que vous ferez à l'entrée de la salle vous donnera droit à un billet d'entrée pour donc cette soirée le jeudi prochain donc à 20h à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. Monseigneur Gomard, quel va être le rôle finalement de l'église vendéenne dans les jours qui viennent maintenant ? Alors, Monseigneur Castet, dans son homélie cet après-midi, invité à s'inscrire dans la durée. Et je crois que c'est un petit peu le défi de toute catastrophe comme cette tempête. C'est non seulement de fournir une aide d'urgence, d'être présent dans les premiers jours. On sent bien que l'émotion et l'élan de solidarité sont réels. Mais quand l'émotion retombe, quand le quotidien reprend, et heureusement qu'il reprend, il y a un risque, c'est un petit peu l'oubli. Et je crois qu'il va falloir que nous demeurions proches, fidèles, ce qui est un trait du caractère vendéen, quand même, la fidélité, que nous demeurions fidèles aussi auprès des personnes sinistrées, pour les aider, comme c'est le cas, on l'évoquait tout à l'heure avec la protection civile, les aider à retrouver une maison propre et habitable, et puis rester aussi auprès des cœurs. Et ce n'est pas encore décidé, mais j'espère qu'avec le Secours catholique, nous arriverons à continuer d'offrir non seulement une assistance matérielle, mais aussi une assistance d'écoute. Je crois que c'est très important qu'on puisse, parce qu'il y a beaucoup de douleurs rentrées, il y a des choses qui se sont exprimées, mais je pense qu'il va falloir être beaucoup à l'écoute encore des personnes touchées. Le Secours catholique s'est organisé pour durer au moins 1 mois, avec 30 bénévoles différents par jour. Ah oui. Voilà, ce qui témoigne aussi d'un réseau assez dense. Et je crois que c'est important de pouvoir s'inscrire dans la durée. Où ? Dans les permanences ? Alors non, les 30 bénévoles par jour sont affectés à différentes missions. On l'a vu notamment au vestiaire et puis à l'aide auprès des personnes dans leur maison. Mais on va réfléchir avec eux, avec les responsables, pour voir comment effectivement aider, écouter les personnes, les aider à passer à autre chose après ce terrible drame. Merci beaucoup, Monseigneur Gomard. Je vous propose de revoir, si vous n'étiez pas avec nous en ce début d'édition spéciale, quelques images de la célébration qui a lieu aujourd'hui à 15h en la cathédrale de Luçon, célébrée par Monseigneur Castet, avec l'entrée donc des cercueils, comme vous le voyez sur ces images, portées par les pompiers et les gendarmes. Une cérémonie qui a duré un peu plus d'1h30, au cours de laquelle Monseigneur Castet a dit que c'était un peuple nombreux, ému, un peuple debout et solidaire, qui rendait en ce jour un hommage solennel aux familles éprouvées dans leur cœur et dans leur chair. À 15h, les cloches des églises vendéennes ont donc sonné le glas et au même moment, donc 1 minute de séance a été observée dans tout le département, tandis que les commerçants d'un certain nombre de communes du département abaissaient leurs rideaux en signe de solidarité. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette journée de deuil et de recueillement dans le département. Merci, Monseigneur Gomard, d'être venu sur ce plateau. Merci Jacqueline Roy et Pascal Miclot. Merci beaucoup et bon courage et bravo encore pour tout ce que vous faites depuis 5 jours au nom de tous les Vendéens. Merci Aïda de nous avoir rendu compte fidèlement de la célébration qui avait lieu aujourd'hui en la cathédrale de Luçon. TV Vendée reste évidemment aussi fidèle aux événements qui se déroulent actuellement dans le département. Demain soir, nouvelle édition spéciale, comme nous le faisons depuis dimanche soir maintenant. Et puis je vous annonce d'ores et déjà que toute la semaine prochaine, TV Vendée poursuivra donc ce bouleversement des programmes. Il n'y aura pas de grande émission la semaine prochaine. Tous les soirs, nous vous proposerons une nouvelle édition spéciale pour vous tenir aussi au courant de l'évolution des événements. Nous irons bien sûr encore à la rencontre des gens qui retournent dans leur maison. Et puis nous verrons aussi, et nous continuerons de voir comment la solidarité s'organise dans le département. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Au revoir.